Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Merci de nous écouter et être fidèles à votre station de radio préférée. On se retrouve pour la chronique Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein. C'est un plaisir d'être de nouveau avec toi, Daniel. Merci d'être présent pour cet épisode qui est l'épisode numéro 8, déjà 8 mois. Bonjour Daniel. Bonjour Morgane, bonjour à toutes les oreilles qui nous écoutent. Et déjà 8 épisodes, donc 8 mois, puisque j'ai pas pu avoir un rythme plus rapproché. Malheureusement, le travail est intense. Mais quel plaisir de venir ici. Je suis un vrai Parisien, c'est-à-dire que les Champs-Élysées, je passe des mois et des mois sans y passer. Et là, ça me donne une occasion de venir, de marcher dans la plus belle avenue du monde. C'est un très bon début. Oui, oui, on est dans une ambiance un peu touristique aussi et pareil, donc plaisir partagé. On est bien le dernier mardi du mois, le mardi 30 janvier 2024 et pas 2023 comme je l'avais dit la dernière fois. Voilà, on n'a pas fait un voyage dans le temps pour aller dans le passé, on est bien présent ici et maintenant en 2024. Tout le monde avait rectifié. Oui, tout à fait. Eh bien, Daniel, lors de la précédente émission, comme les émissions d'avant, on a pu entendre des témoignages assez marquants et intéressants en lien avec ta vie qui est remplie de rebondissements. Et je me souviens qu'on en était resté aux cadeaux exceptionnels que tu recevais lors de tes différents voyages. C'est vrai que quand on est une personne qui apporte une certaine aide et une personne comme toi, eh bien on reçoit des cadeaux et je pense que ce serait intéressant, pourquoi pas, lors de cet épisode, d'avoir quelques anecdotes en lien avec ces fameux cadeaux que tu as reçus. C'est vrai que l'idée était venue à Noël, puisque Noël c'est quand même la période des cadeaux. Oui. Et j'avais fait ma chronique avec toi le lendemain de Noël, c'était spécial Didier de Plèche qui était avec nous, qui a dû, j'espère qu'il a apprécié cette journée. On a fait des références, on a évoqué sa mémoire et je pense qu'il nous a reçus. Alors, on est le 30, je peux encore souhaiter la bonne année à tous ceux et celles qui nous écoutent, hein, il y a encore temps. Et donc, je fais un petit rappel, une petite découverte scientifique, et me voilà avec déjà 97 pays visités. Alors, soit des congrès, soit des missions aériennes, c'est à peu près moitié-moitié, 600 congrès, 400 missions. Et donc, enfin bientôt 700-500. Et donc forcément, voilà, il se passe beaucoup de choses, en général des anecdotes, qu'on pourrait définir comme des choses souriantes, par définition. Des gens disent, je vais vous raconter une petite anecdote amusante. Il suffit de dire une anecdote. Et alors, pour introduire juste un petit peu, parce qu'on parle de cadeau, c'est un petit peu aussi spiritualité, le cadeau de la vie, par exemple. Et une partie de ma vie purement scientifique, c'était de mettre à la disposition de la communauté ce que j'avais appelé la ligne B échographique, c'est-à-dire un artefact en queue de comète issu d'une violente différence d'impédance acoustique entre deux milieux, un milieu aérique, un milieu hydrique, etc. etc. Donc c'est du brut, hein, c'est vraiment scientifique. Et ce que je vois, c'est que avec ces apports complètement scientifiques, la porte s'ouvre sur le monde et sur un monde de gens élégants et liés par l'amour de l'échographie. Et donc on est en pleine spiritualité avec cette échographie qui n'est pas que une technique qui permet de voir le sexe des bébés. Donc c'est vraiment en soi c'est déjà un cadeau, le fait d'avoir toute cette famille, comme je l'appelle, cette famille scientifique, c'est vraiment c'est un cadeau. Et le fait
d'être ici, à la radio ici et maintenant, c'est une conséquence de ma vie de globe-trotter. Alors, voilà, je voulais faire cette petite introduction sur cette famille scientifique qui est unie par cet amour de l'échographie. Je pourrais presque dire que la science, finalement, c'est de l'émotion. Voilà. Ça, c'est de moi. Hein. Je sais pas si, je suppose que d'autres l'ont dit, mais quand on trouve, on est dans une émotion intense. Et quand on ne trouve pas, la vie est plus calme. C'est intéressant de dire ça puisque parfois on est loin d'imaginer que la science c'est aussi de l'émotion puisque voilà quand on parle de science c'est plutôt l'esprit cartésien vraiment pied sur terre etc. Mais voilà merci pour cette phrase qui était peut-être méconnue de certains de nos auditeurs. Alors Daniel, pour en revenir au cadeau, comment se fait-il que tu reçois des cadeaux autant et des cadeaux aussi exceptionnels? Il y en a qui sont exceptionnels, hein. C'est vrai. C'est vrai, Pas tous alors. Ah, alors il faudrait que je réfléchisse. Il faudrait vraiment réfléchir un petit peu. Quand on va à un congrès, et suivant le type de sponsor qu'il y a autour du congrès, on peut se retrouver avec des cadeaux du congrès. C'est-à-dire les orateurs, ils ont un paquet avec des choses, invitations à dîner pour le faculty dinner par exemple, qui en général se passe dans des endroits très agréables, plein de... c'est des moments de bonheur on va dire. On mange souvent dehors ou enfin bon. Ça, c'est la partie gastronomique qui est toujours au rendez-vous. Il y a aussi les cadeaux qu'on trouve dans sa poche. Ça peut être une plaque du genre le congrès a été honoré de recevoir le professeur avec le nom de la personne. Ou alors, ce sont des bibelots. Et quand on fait près de 500 congrès, tout ça, ça commence à s'accumuler dangereusement. Et il ne faut pas que l'appartement devienne un magasin. Donc, et je ne peux pas jeter des cadeaux en général. Je ne peux pas jeter de cadeaux, point. Alors, je sais qu'on peut les échanger sur des réseaux sociaux, mais je ne sais pas si on en a encore fait pour des cas comme moi. Alors, je garde les plus significatifs. Et d'autre part, il y a les cadeaux spontanés, c'est-à-dire ceux qui viennent de particuliers, c'est-à-dire de collègues, qui comme ça, soit me le donnent de la main à la main, soit me disent « Daniel, est-ce que je peux avoir, par email, est-ce que je peux avoir ton adresse postale ?» Alors, je sais ce que ça veut dire. Et je la donne, bien sûr. Et puis, un beau jour, c'est jamais le jour même, évidemment, puisque le courrier postal prend son temps. Et il a bien raison. Et voilà, je reçois des cadeaux tout à fait surprenants. Et ceux-là, alors là, je ne les mets même pas dans une caisse. Ils sont gardés bien au chaud. Alors, comme on l'a compris, il y a tout type de cadeaux que tu reçois, comme les cadeaux en lien avec l'organisation des congrès, les cadeaux des confrères, et puis il y a sans doute des cadeaux qui t'ont le plus marqué que d'autres. Peut-être pourrais-tu nous parler de ces fameux cadeaux? Alors, faire un hit parade, là, c'est pas facile. Hein. Je pense, le dernier qui m'est venu, c'était un ami de Boston, d'origine ukrainienne, qui s'appelle Andrew, dont la femme s'appelle Daniel. Et alors, je connais les familles de tous mes collègues, les enfants. Et il m'avait demandé mon adresse postale. Et je reçois un beau jour, contre la porte, un paquet gros comme... qui fait à peu près 1 mètre sur 1,50 m, emballé de plein de paquets de cartons. Et il avait vu des images échographiques au cours de sa vie qui ressemblaient à des lettres de l'alphabet. Et c'était l'alphabet de l'échographie. Alors on a une lettre qui ressemble à un A, B, C, D, jusqu'à Z. Et c'était plutôt amusant. Et je me suis dit, mais
Il l'a de son plein gré fait envoyer de Boston jusqu'à Paris. Donc rien que le cadre, rien que l'objet, il y a du soin et en plus le voyage, c'était plutôt tout à fait sympathique. J'ai sur une de mes étagères, et il était caché par d'autres. Et à l'occasion de cette émission où j'ai regardé un petit peu ces choses, je suis tombé sur un petit ours sur un rocher qui tient dans la main. Et c'était un jeune, je ne sais même pas s'il était déjà médecin ou étudiant. Et ça se passait en Roumanie, du côté de Oradea. Et il avait trouvé ce petit ours qui était fait en cristaux. C'est-à-dire que c'est un objet, il ne faut pas le laisser tomber, il se cassera en 1000 morceaux. Et j'étais ému à cette époque de voir comme ça ce jeune homme, voilà, comme ça, faire un cadeau. C'était vers 2007, donc j'avais pas encore l'habitude d'avoir tous ces cadeaux. Et le fait de le retrouver là pour cette émission, ça m'a vraiment fait un petit quelque chose. Je me suis permis d'amener. Oui, bah excellent. Comme ça, on pourra le montrer aux auditeurs qui Alors, regardent sur le site. C'est-à-dire qu'on a une caméra Oui. qui est... diffuse où est-ce sur que je le peux la site. voir? Juste là. C'est celle-là, d'accord. Alors, Donc, est-ce que c'est l'ourson ou c'est un autre? ah, c'est un autre. Ah, c'est Alors, un autre. alors D'accord. l'ourson, on Oui, peut il pas- est fragile en cristal, donc pas facile à transporter, j'imagine. Et je me suis dit, ça, celui-là, Daniel, il faut que tu le montres. C'est un ami croate qui s'appelle Radovan Radonic, et sa femme Jelena, et ses enfants Milan et Luca, enfin, voilà, là, toute la famille. Et donc, Radovan a un ami qui s'appelle Igor Pavlinic, qui est immense. Ils sont d'origine croate, hein. C'est vrai que l'air de la Croatie doit faire bien pousser. Et le métier d'Igor, il est payé pour ça par l'État, c'est de traquer les chauves-souris la nuit. Et il les attrape sans gants, puisque avec des gants, il ne pourrait pas mesurer sa force. Et donc, il ne faut surtout pas abîmer l'animal. Je lui dis, en anglais on se parle, tu te fais mordre parfois? Il me dit, oui, ça m'arrive. Bon. Et donc voilà comment il passe ses nuits. Il attrape une chauve-souris, il lui rase le dos, il colle une pastille et il la laisse partir. Et où est-ce qu'elle s'en va? Eh bien, vu qu'il a un émetteur-récepteur, Oui. il peut la suivre très loin. Et il peut voir que ce type de chauve-souris, qu'il a étudié bien sûr et classifié, migre et peut aller en Sicile ou en Afrique du Nord carrément. Et ces chauves-souris retrouvent leur chemin à d'autres moments de l'année. Enfin, c'est le miracle des espèces migratoires. Hein. C'est juste extraordinaire. Et alors, Igor m'a déjà offert des t-shirts. J'aurais dû ramener un de ces t-shirts, j'y pense à l'instant, avec de magnifiques chauves-souris, parce que les gens savent que j'aime bien cet animal, qui est un symbole de l'échographie, puisqu'elle se déplace dans l'obscurité totale avec ses ultrasons. S'il fait jour, elle utilise ses yeux, mais sinon, elle utilise des ultrasons. Et alors, pareil, Radovan me demande mon adresse postale, je la lui donne, et un beau jour, j'ai un avis de passage, je vais à la poste, et je tombe sur un paquet très très lourd, et je me suis dit, oh là 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 là. Alors, je le montre ici, hein, Voilà. et j'ai un retour. Non, oui, il est là, le retour. D'accord. Alors, donc, pour les personnes qui ont la vision, c'est une chauve-souris de la série des microchiroptères, c'est-à-dire celles qui tiennent dans la main, qui ont la taille d'un pouce ou d'une phalange de pouce. Elle a des oreilles, comme vous le voyez, très longues, et c'est l'espèce Plecotus. Plecotus, et on en a à Paris, j'en ai déjà vu à Paris. Voilà, on les appelle oreillards. Oreillards roux, oreillards argentés. Et là, je vais mettre la plaque comme ça. Je
je crois qu'on appelle ça bas-relief, c'est-à-dire que la personne a creusé dans cette pierre qui est bien bien lourde pour faire cette image-là. Alors là, j'étais... C'est magnifique. Ah, on peut ne pas aimer les chauves-souris, mais le cadeau en lui-même est tellement beau. C'est très symbolique, en tout cas. Thank you, Daniel, for making medicine better than it was. Voilà, Yelena et Radovan. Il me remercie d'avoir fait la médecine meilleure qu'elle n'était avant. Bon, alors, un cadeau comme ça, évidemment, ça me lie, puisque faut être gentleman, il ne faut pas décevoir les gens quand ils offrent des choses comme ça. Absolument. Voilà. C'est Et alors, j'aurais dû le peser pour ajouter l'indication du poids. Alors celle-là, évidemment, elle est au mur bien bien visible. Je me suis fait un cadeau, c'est-à-dire je revenais du Mexique et je le fais court parce que l'heure ne va pas être suffisante, mais c'est une Catherine que j'ai achetée à Mexico City. Et elle est en papier mâché, mais on fait des très belles choses en papier mâché. Alors, je précise que les Catherine, c'est une cantatrice. Ce serait un petit peu la Castafiore. Elle a un chapeau, ce serait un chapeau à la cantatrice plutôt latine. Et elle est élégante, mais on est au Mexique, hein. C'est un squelette. Voilà. Et qui arrive à être élégante et on oublie presque, ils ont le culte de la mort. Hein. Quand on voyage au Mexique, on voit des orchestres, en bibelot évidemment, de musiciens squelettiques. Non, squelette, ça ne veut pas dire pareil que squelettique. Et je l'ai mise à la fenêtre de la maison. Et comme ça, on peut savoir où habite Daniel Lichtenstein. Il suffit de regarder toutes les fenêtres de Paris. Je n'en dis pas plus, hein, il faut que ce soit un jeu. Et voilà, ça c'était un petit cadeau que je me suis fait. Et donc voilà, quoi, j'essaie d'imaginer ces cadeaux les plus, pas spectaculaires je dirais, mais les plus touchants. Les plus touchants et personnalisés aussi, comme celui que tu as apporté, agréablement personnalisé. Je rappelle que nous sommes sur Radio Ici et Maintenant pour l'émission Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein. Et on en est aujourd'hui à l'épisode numéro 8 pour cette émission. Parmi les différentes belles choses qu'a partagées avec nous Daniel, eh bien, il a choisi de nous parler de ses cadeaux en lien avec ses différentes rencontres et voyages en tant que médecin réanimateur. Alors justement, c'est, comme on le disait, enfin comme tu l'as dit Daniel, c'est dans l'ère du temps, on n'est pas très loin des fêtes de fin d'année, de Noël, et donc on parle de cadeaux, et c'est toujours bien de parler des cadeaux, c'est quelque chose d'agréable. Donc est-ce que à part ces 3 cadeaux que tu as partagés avec nous, il y en a d'autres aussi qui t'ont tout autant marqué? Alors, il est vrai que là, on est dans le qualitatif, c'est-à-dire que chaque cadeau, je me dis, Daniel, comment cet objet est venu à toi, et je me remémore ma vie de chercheur indépendant, isolé, essayant d'attirer l'attention de ses collègues, et voyant plus souvent des dos de gens qui me tournaient le dos, ou des montres de collègues qui me disaient « Ah non, j'ai pas le temps », pendant des années, même plus que des années, hein, ça c'est le sort des chercheurs qui trouvent, on n'est pas tellement rémunéré dans son propre pays, hein, où on n'est pas prophète, hein, comme le dit le proverbe. Mais ailleurs, chaque cadeau, voilà, ça me rappelle la dureté de cette vie précédente. Alors, pensant à l'émission, j'ai pris ma carte du monde, qui est un peu personnalisée, et je me suis dit, tu vas peut-être pouvoir le faire pays par pays, carrément, ou continent par continent. Et donc ça a commencé au Canada, où j'avais été invité à Toronto, c'était en 2007, et il y avait
entre ma première intervention et la dernière, il y avait plusieurs jours de repos en quelque sorte. Et ni une ni deux, Toronto, je loue une voiture et je file droit aux chutes du Niagara, bien sûr. Parce que quand on est dans le coin, quand on a le temps de visiter, et ça, en soi, c'est un cadeau, parce que les personnes qui ont vu ces chutes ne peuvent pas oublier, quoi. C'est majestueux. J'étais resté, je sais pas, peut-être 6 ou 7 heures en me disant, mais il faudrait peut-être que tu t'en ailles à un moment. Alors ça, c'est un détail. À Toronto, nous avons la tour, c'est pas la Sears, je ne sais plus, voilà, j'ai un trou. C'était la plus haute tour du monde à une certaine époque, qui se trouvait à Toronto. Bon, c'est une course qui n'en finit pas, il y a toujours des tours plus... Tour CN. La tour CN. CN Tower, voilà. CN Tower, voilà. Je savais que c'était pas Sears, CN Tower. Et j'étais monté tout en haut. J'avais pris un café, enfin quelque chose pour déjeuner. L'ordinateur, bien sûr, avec une prise électrique. Et ce que je voyais tout en bas, un aéroport avec des avions, mais commerciaux, des Boeing, qui faisaient leur tour de piste, enfin pas leur tour de piste, leur approche, et qui se posaient, mais alors j'étais tout au-dessus, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est une vision. Les États-Unis, il y aurait beaucoup de choses, c'est à Boston, la visite du FR Dome, qui est un endroit mythique dans lequel avait lieu la première anesthésie en 1870 à peu près. Et voilà, c'est un endroit un peu sacré du Massachusetts General Hospital, qu'on appelle le Mass General, pour faire plus yankee. À Brooklyn, j'ai visité des caves de jazz. Une fois, j'étais un petit peu étonné, je voyais trop bien les musiciens. Je disais, il y a quelque chose qui ne va pas, on est dans une boîte de jazz. Et c'est bizarre comme je les vois bien. Eh ben, je vais pas faire durer le suspense. C'est parce que les États-Unis, qui sont un pays qui est toujours en avance, avaient supprimé radicalement l'usage de la cigarette. Et je me retournais et je voyais qu'évidemment, dans l'assistance, personne ne fumait. Et donc, ça donnait une vue différente des musiciens de jazz. Plus nette, mais moins jazzy, je dirais. C'était sans la fumée. Un petit peu curieux. J'avais parlé de mon voyage à Honolulu, qui était une mission médicale, où je m'étais, donc c'est les États-Unis, où je m'étais permis de visiter le musée de Pearl Harbor. Et alors tout ce qui vole, que ce soit chauve-souris, oiseau ou avion, ça me fascine. J'ai même été commandant de bord à mes heures perdues, puisque j'ai volé 7 heures de ma vie tout seul à bord d'un avion d'instruction. Ça, c'est encore une nouvelle découverte et anecdote qu'on apprend avec ce que tu nous dis là. Wow. Oui, j'aurais pu aller dans cette voie. C'est le caméléon, en fait, le docteur Daniel Lichtenstein. Caméléon. Pourquoi pas. Et donc, et ce qui vole, j'ai une prédilection pour les avions qui ont des hélices et des hélices tripales, avec un seul plan d'aile. Donc, cherchez pas trop longtemps, c'est entre les années 1937 et 1946. Donc, ce sont les Warbirds de la Seconde Guerre mondiale qui sont tous aussi fascinants les uns que les autres. Je les connais tous comme si je pourrais tenir une conférence. Alors, les États-Unis, bon, je ne vais pas plus loin, j'ai jamais visité le Grand Canyon. Je l'ai survolé plein de fois. À chaque fois, le paysage est découvert. Donc, voilà, il faudra que j'y aille un jour. Ainsi que du côté de Tucson, Arizona, où il paraît qu'il y a un cimetière de tous les B-17, B-24 et B-29 ayant survécu à la Deuxième Guerre mondiale, visitable. Et par contre, il y a aussi tout un groupe de B-52 qui, eux, ne sont pas à visiter, ils sont là, entretenus. Bon. Descendons un petit peu. Alors le Mexique, ce qui me vient d'abord, c'est Mexico City avec les pyramides. La pyramide de la Lune, du Soleil, et la troisième a un nom qui m'échappe. En Amérique centrale, j'étais au Costa Rica,
mes inviteurs, me connaissant bien, m'ont organisé une visite dans une jungle. Alors, Costa Rica, c'est un pays très, très boisé. C'est de la forêt. Il y a une biodiversité énorme. 10% des espèces de chauves-souris vivent au Costa Rica. Et les chauves-souris, il y en a quelque chose comme 2000 ou 2500 différentes. Le Plécotus, l'oreillarde étant qu'une parmi ces 2500. Et je me suis retrouvé avec un guide qui m'a dit, alors vous voyez ces arbres, comment ça s'appelle, ces héliconias, vous avez remarqué que les feuilles ne sont pas planes, mais comme ça, verticales. Eh bien, c'est parce que certains types de chauves-souris, uniques au monde, elles sont albinos, avec un museau jaune, et avec leurs dents, elles font leur toile. La petite famille, elles sont 6 ou 7, se réfugie en dessous, et que le prédateur arrive par en dessous, il sera vu, elle se barre. Que le prédateur arrive par la branche, il fait une vibration, et elles s'en vont. Donc c'est une petite espèce tout à fait adorable. Le monsieur m'a dit, voilà, ici il y en a, c'est à peu près sûr, regardez-les, mais vous ne les touchez pas. Hein. Qu'est-ce qu'il ne m'avait pas dit? Bien évidemment, à un moment, je me suis retrouvé seul. Et là, je suis retourné sur le lieu de l'héliconia. Et puis, je les ai par en dessous comme ça, caressés tout doucement. C'était un tout petit moment de ma vie magique. C'est des petites boules de coton. Elles sont blanches avec le nez jaune. Elles s'appellent Ectophylla alba. C'est peut-être dur à retenir. Ectophylla alba. J'aurais dû ramener des images. J'arrive en Colombie. Alors en Colombie, mon ami Herman Moreno, j'évoque sa femme Carmen, sa fille Sophie, son fils Juan Camillo, et il sait comment faire plaisir. J'avais fait un surf, c'est-à-dire le cours personnalisé là-bas, sur place, donc c'était à Medellín ou Cali, où j'étais un petit peu partout, à Bogota, à Bucaramanga, à Carthagène. Et il me dit, Daniel, on va faire un petit tour, on va visiter une grotte. J'en ai peut-être parlé. Il m'a demandé, est-ce que le vide te fait pas trop peur, sauter dans le vide? Alors, Ça te parle? tu m'en avais déjà parlé Voilà. hors antenne, mais à l'antenne, il y avait une petite allusion sans vraiment connaître l'histoire. Tu avais fait une petite introduction. Donc, on arrive dans cette grotte où on nous dépouille de tous nos vêtements, de nos téléphones, plus rien. Donc, on avait des tenues plutôt aquatiques et rien d'autre. Et on suit le guide et on se retrouve dans une grotte tout à fait classique, c'est-à-dire avec des espaces immenses, des espèces de chauves-souris, il y en avait 4 ou 5 qui tapissaient tous les murs. À un moment, le guide m'a montré, vous voyez là, au-dessus de nous, et c'était peut-être à 3 mètres au-dessus de nous, une trentaine de Desmodus rotundus, c'est la chauve-souris vampire. C'est-à-dire celle que spontanément je n'approcherai pas, parce que elle est, il faut vraiment pas la toucher. Hein. Ah oui. Oui. En même temps, je remets les noms sur Internet pour voir les têtes de ces fameuses... Oh, elle a une vilaine tête, hein, on dirait un diable. Elle porte Oh là bien. là, en effet. Par contre, oui, là, il y a une petite photo. Par contre, comment ça s'appelle? Le Ectophylla alba, c'est vraiment très mimi. Très Voilà, chou, j'adore. c'est ça. Ben, On c'est dirait ça. des Bon, il y en a des très belles, il y en a des horribles, enfin pour nos goûts évidemment. Oui. Entre elles, elles se trouvent sexy ou bon, il doit y avoir toutes les variations. En tout cas, le Desmodus rotundus, voilà. Donc chauve-souris vampire, Mm. elle est hématophage, c'est-à-dire qu'elle mange du sang. D'accord. Je vais pas en parler parce que l'heure va passer trop vite, C'est mais passionnant en tout cas comme sujet. Pour la prochaine fois, pourquoi pas. elle, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais elle mord sa victime d'une façon tellement rapide que la victime qui dort, donc c'est un poulet ou un porc ou un bétail, ne sent pas la blessure. Et comme je me suis fait aussi mordre profondément par une
bon, des microchiroptères, les petites, mais aussi par une grande, une mégachiroptère, c'est-à-dire de l'envergure de mes mains, j'ai pu constater, j'y reviendrai une autre fois, c'était à Singapour, qu'effectivement, on ne sent aucune douleur. Donc, on continue de cheminer dans cette grotte, on avait les pieds jusqu'au maillot à peu près dans l'eau, et notre guide nous dit, de temps en temps, vous sentirez des choses qui vous frôlent, et on dit, c'est dangereux. Il a dit, non, c'est pas dangereux, mais marchez vite quand même. Et à un moment, il y a une possibilité de sortir ou d'aller de l'avant. Comme on était tous les trois avec mon ami Herman et son fils, je ne me suis pas dégonflé, on va de l'avant. Et j'entends des hurlements au loin, on se rapproche de ces hurlements, qui était un groupe de jeunes qui était arrivé visiter cette grotte, et à un moment, il fallait sauter de 6 ou 7 mètres dans le vide, où on était accueillis par un autre réservoir d'eau. Donc, on se faisait pas mal. Encore fallait-il sauter, on hésite, mais il ne faut pas trop hésiter, sinon on ne le fait jamais, donc un grand plouf. Et à la sortie, un photographe professionnel était là, il nous a photographiés, et c'est comme ça qu'il vivait, évidemment, puisque on avait le droit de même pas avoir de clé. Donc j'ai encore ce petit souvenir, et c'était du côté de San Juan, en pleine montagne. Bon, alors, à côté de la Colombie, il y a l'Amazonie. Et ce même Herman, alors qu'on était dans une autre conférence, à une autre époque, me fait découvrir l'Amazonie. On était avec plusieurs personnes. Pendant 3 jours, on a visité une Amazonie visitable. Voilà. Parce que si on est au cœur de l'Amazonie, je crois que la durée de survie doit être de 5 minutes. Hein. Mais là, c'était une visite dont on revient. Oui. Les coupeurs de branches dans la pirogue disaient juste, quand on coupe les branches, vous approchez pas trop près parce qu'il peut y avoir des serpents ou des migales. Donc, on jouait le jeu. Là, donc, l'Amazonie, j'ai même rencontré un chaman parce qu'une des filles qui était avec nous voulait voir un chaman pour des raisons personnelles. Et donc, on était dans une hutte d'un authentique chaman. On n'a pas goûté au, comment on appelle ça, l'ayahuasca, je crois, oui, qui a été l'objet de pas mal de tributes, je crois, ici et maintenant. Hein. Oui, oui. Je crois que c'est la médecine ayurvédique, les dons reviennent brutalement. Oui, tout à fait. Et les initiations au chamanisme, etc. Il y a souvent ces rituels avec cette fameuse plante. Alors, je n'étais pas passé par là. D'accord. C'était plutôt sage, mais c'était bourré d'émotions. Le départ se faisait à Letitia. Letitia, tout en bas de la Colombie. Et à la place de l'église, à 17h30, le ciel s'assombrit de milliers ou de dizaines de milliers de passereaux, qui sont peut-être des étourneaux ou peut-être des martinets, et qui envahissent la place. C'est juste impressionnant de voir toute cette masse ailée qui on dirait que c'est des nuages noirs, tellement ils sont nombreux, dans un hurlement de pépillement. Ça, c'est pas mal. La Colombie, le Pérou qui est juste à côté. Bon, j'étais à une conférence, j'étais à plusieurs missions, mais les missions, on reste pas très longtemps. Par contre, une conférence, mon cadeau a été une visite de Cusco et surtout du célébrissime Machu Picchu. Voilà, que j'aurais rêvé de visiter, et le rêve se réalise dans des conditions presque idéales. Donc voilà, j'ai eu droit à une photo avec le célèbre pain de sucre, je crois qu'on l'appelle comme ça. Je descends pas plus bas, oui, Chiloé, qui est une île à l'ouest du Chili, à peu près à mi-hauteur, qui est un endroit de rêve. C'est un petit paradis avec les palafitos, c'est-à-dire des maisons sur pilotis, de couleurs vives, comme ils savent l'avoir dans ces pays latins,
Et j'avais passé une semaine là-bas avec le doyen de ma faculté, qui lui aussi était invité par cet ami chilien. Et donc le doyen de la faculté a été mon prisonnier en quelque sorte pendant une semaine, puisqu'il ne pouvait pas m'échapper. J'ai toujours du mal avec les autorités et qui se débinent parce que c'est humain, je comprends. Hein, on a tous envie de sauver le monde, donc c'est à moi, doyen, de faire des découvertes. C'est pas à ce petit chercheur indépendant de les faire. Donc c'est pour ça que autour de moi, c'est un petit peu la mer rouge. Hein. Enfin, dans mon institution. Donc lui est doyen de la faculté Paris-Ouest. Donc on a passé des heures et des heures à discuter. Il ne pouvait pas m'échapper, mais un garçon adorable et tout à fait positif. Alors, donc, par rapport à ces voyages, une autre question là qui me venait, puisque tu as, Daniel, visité tous ces endroits magiques et magnifiques où peut-être certains d'entre nous rêveront de visiter. Est-ce que tu as pris des photos, fait des photographies en cadeau, en souvenir pour toi de ces différents endroits? Pendant longtemps, j'avais pas d'appareil photo, mais les gens prennent tellement de photos et ensuite ils vous les envoient que j'ai plein de photos. On vit à une époque où les photos sont innombrables, donc c'est vrai que c'est pas des pellicules de 36 vues, donc je regorge de photos. Et comme je pense pas prendre jamais ma retraite, je sais pas si j'aurai un jour la possibilité de classer ces photos. Ces podcasts sont une occasion de mettre, de graver comment on appelle ça, sur la cire, toutes ces aventures, tous ces voyages. Donc, pour moi, c'est une très belle opportunité parce que écrire un livre, ce sera peut-être la prochaine étape, qui sait. Oh, j'ai tellement de choses à soumettre pour publication que je finirai comme Molière, à mon avis. Et oui, alors donc pour continuer, en fait, par rapport à ce fameux classement des cadeaux, on a bien compris que c'est fait en fonction donc des pays et des continents et que tu as en effet un classement par rapport à ces nombreux souvenirs, puisque voilà, les cadeaux, ça peut s'appeler aussi souvenirs, puisque parfois c'était des visites d'endroits surprenants. Il nous reste, c'est déjà, voilà, là je regarde l'heure, on a déjà fait plus de la moitié de l'émission. Daniel, est-ce que d'autres souvenirs te viennent à l'esprit qui t'ont marqué comme ceux que tu as partagés à l'instant avec nous, quelque chose, voilà, d'autres, même si je sais que oui, sûrement, il y a d'autres souvenirs et donc on est impatient d'entendre ça. Je vais en glaner quelques-uns, ça c'est l'occasion de sortir ce mot puisque c'est ça. Alors maintenant le Royaume-Uni, il me vient Liverpool. Parce que Liverpool c'est le berceau des Beatles et j'ai assisté à un concert c'était les Beatles quoi, c'était les mêmes avec les mêmes instruments à la caverne, donc à l'endroit où ils se produisaient au départ. Alors ça c'est Ça, c'est aussi un cadeau. Ça, c'est un très beau cadeau. J'étais en mission à Kirkenes, c'est tout au nord de la Norvège. Et je voyais que les rues, j'étais bien placé. J'avais une belle chambre dans mon hôtel pour ma mission. Les rues étaient désertes. Je me disais, il n'y a pas grand monde dans cette ville. En plein jour. Et c'est parce qu'on était en pleine nuit. Et j'avais le soleil qui frappait, qui illuminait ma chambre. Et là, les jours durent. Enfin, c'est un endroit du monde. Mais j'ai pas vu les aurores boréales. Dommage. Ça me fait penser que Didier, il était fan des aurores boréales. Ah ben, oui. Ça viendra. On a Singapour, parce que là, je fais carrément un tour directement. Je ne parle pas des concerts classiques qu'on peut aller voir dans les pays animés d'auditorium, comme donc l'Allemagne, l'Autriche.
Donc voilà, je suis allé carrément. Ensuite, il y a un grand trou. Enfin, il y a beaucoup de pays que je n'ai pas visités. Ensuite, on arrive sur l'Inde. Alors, en Inde, ça regorge de cadeaux de congrès, mais j'ai eu des cadeaux visuels, puisque j'étais à Bangalore, où je voyais le soir des escadrilles. Mais alors, à la... Comment il s'appelait? Bomber Harris, c'est-à-dire le gars qui prenait 1000 Lancaster pour aller en Allemagne la nuit. Je les voyais et c'était des chauves-souris géantes, c'est-à-dire celles qui ont l'envergure de mes bras, les macro-chiroptères, et elles volaient d'une façon très calme, mais alors innombrable, et elles passaient de la forêt vers un autre endroit, de l'autre côté de la ville. Bon. Mais des cadeaux visuels, quand je vais en Inde, ça c'était énorme. La visite de Lata Mangeshkar, que je crois que j'ai gavé les auditeurs avec cette histoire, ça s'est passé à Bombay, bien sûr, Mumbai. Le Taj Mahal. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais à Agra, donc forcément on fait visiter le Taj Mahal, et dans ce temple de l'amour, il y a un monsieur qui est par terre, qui passe son temps à nettoyer les déjections des pigeons. Et quand on lève la tête sur le dôme, il y a effectivement des pigeons qui sont là. Bon, j'ai vu un pigeon et sa pigeonne célébrer à leur façon, de la façon la plus directe, le temple de l'amour. Je me dis, mais si je le filmais, on me dirait, ouais, c'est un deepfake, comme on dit. Hein, mais c'était de l'authentique. Petit passage à Singapour, où c'était un congrès, on me fait visiter le zoo nocturne. C'est un endroit très vaste où les animaux vivent en quasi-liberté, puisqu'ils ont des... C'est pas des cages, c'est des endroits où ils peuvent se balader librement. Le seul endroit qui était un petit peu protégé par des filets, on me l'a dit, avec un petit sourire malicieux, c'est l'enclos des chauves-souris, bien sûr. Alors... Évidemment, il fallait faire voilà, un petit coucou. on a visité quand même des animaux qui étaient vraiment en balade, très très cool. Et les chauves-souris, c'était ces géantes. Et comme les mailles n'étaient pas très très fines, il y avait et ça c'est quand même incroyable, il y avait plein de petites chauves-souris, c'est-à-dire celles qui sont grosses comme la petite phalange de mon pouce. Elles n'ont rien à voir. Elles sont des géantes et des naines, mais les petites arrivaient dans cet endroit-là. Bon, il y avait marqué en gros ne pas s'approcher des chauves-souris avec des lettres grosses comme ça. Voilà. Ben, c'était pas assez gros pour moi. Ah bah non, j'imagine. Et je vois on appelle ça des renards volants, des roussettes. Et j'en vois une qui était pas loin de moi et je commence à approcher ma main. Je commence à la caresser. Et elle tend son aile, qui est en même temps sa main, puisque les ailes des chauves-souris, ce sont rien que des mains avec des doigts hyper longs et des membranes ici, ça fait des ailes. Elle me chasse d'une façon un petit peu nonchalante. Bon. Et moi je reviens, parce que je suis un petit peu têtu. Hein. Quand on est chercheur indépendant, il faut être têtu, ça fait partie des défauts. Et je reviens un petit peu pour la caresser parce que c'était une occasion unique. Et là, elle m'a donné un coup de museau, très vite. Bon, un coup de museau, quoi, c'est-à-dire comme ça. Boum. Bon. Fin de l'épisode. Mais l'épisode suivant, je vois ma main. Et qu'est-ce que je vois? 4 perles de sang. Oups. C'est-à-dire que, avec ses dents, tellement pointues que je ne les ai pas senties, mais du tout, elle m'a mordu. Bon, alors, voilà, donc je me suis fait mordre pas mal de fois par des toutes petites, parisiennes, hein, mais là c'était une grosse, avec des grosses dents. Hein. Mais c'était... la blessure, elle était grave ou superficielle? Ouh, ça peut aller assez loin des dents, mais on n'a pas... Il n'y avait pas lieu de... Non, attends,
J'ai essayé de... Voilà, ils ont dû pénétrer de même pas 1 centimètre. D'accord. Mais pourtant, c'est écrit, Daniel, ne touchez pas aux chauves-souris. C'était pas écrit assez gros. Voilà. Ça, c'était Singapour. Euh, voilà, je surveille évidemment le temps. Peut-être on peut faire une petite pause musicale. Je vais boire. Bien sûr, on fait une petite pause musicale. Et Peut-être bien que tout le monde a besoin évidemment, d'une petite on se pause. retrouve juste après. À tout de suite. Et nous poursuivons l'émission Voyage dans les échos. Voyage dans les échos, c'est tous les derniers mardis du mois sur radio, ici et maintenant, avec le docteur Daniel Lichtenstein. Et je vous rappelle que toutes les chroniques sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Daniel, je te laisse continuer, bien sûr, par rapport à la suite de ces souvenirs et cadeaux mémorables. Ah, celui-là est pas mal. On va avoir droit à une petite anecdote amusante, donc à une anecdote. Et là, on est en Chine. Et ça se passait à Chengdu, d'abord, qui est à peu près au centre de la Chine. Mais mon ami Tsai Bao, Tsai Bao, ça veut dire cadeau. Trésor, pardon. Donc c'est déjà un joli nom. Il me dit, nous allons partir à Akesu. Et Akesu, c'est dans l'ouest de la Chine, et c'est limitrophe avec un pays musulman. Et quand on arrive dans cette ville d'Akesu, on voit toutes les devantures, et c'est marqué, c'est-à-dire le titre de la devanture est écrit en arabe d'abord, et plus bas, en bas, en chinois. Alors, c'est plutôt amusant. On se dit, quand même, ils auraient pu faire le chinois au-dessus et l'arabe en dessous. Mais leur réponse, si on leur posait la question, mais on m'a répondu, on m'a renseigné, c'est que je parle aucune de ces deux langues, hein, malheureusement. Enfin, trop peu pour avoir une discussion dans la rue avec quelqu'un. On m'a dit que c'est parce que c'était on était en pays musulman initialement. C'est les Chinois qui sont venus. Donc, comme le Tibet, hein, j'ai passé un petit peu pareil. Donc c'est un pays qui n'existe plus. Et à Akesu, donc, alors mon ami me dit, on va aller dans un magasin de musique, parce qu'il y avait travaillé donc quelques années, donc j'avais fait une petite conférence là-bas. Et il me dit, on va aller dans un magasin de musique et tu vas voir les instruments. Et là, je me retrouve avec des instruments que j'ai ramenés à la maison. Des choses, des instruments tout à fait chinois, en beau bois, enfin très agréable. Et l'anecdote, j'y arrive, je vois sur les murs des photos, comme je vois Didier Deplège sur cette photo, je vois un monsieur qui me dit pas grand-chose. Par contre, son nom, Richard Klederman. Et je pense que les moins jeunes vont dire ah ouais, Richard Klederman. C'était, comment on va dire, je vais le dire de la façon la plus neutre possible, un musicien qui a composé de la musique classique de façon contemporaine. Bon. Dans l'esprit des vrais musiciens très classiques, il passe un petit peu pour un musicien de variété. Et voilà, ce garçon fait une carrière en Chine, où c'est une idole. C'est intéressant à savoir. Ah oui. On a une Mireille Mathieu qui fait des étincelles au Japon, et Richard Klederman qui... Voilà, je tombe là-dessus comme ça faisait partie des surprises. Et un des cadeaux, c'est que avec les instruments de musique que lui avait amenés et que moi j'avais, nous avons, au décours d'un repas, dans la salle avec les convives, Tsai Bao et moi, on a improvisé un morceau de musique qui était plutôt, enfin, quelque chose de facile à improviser, donc comme un bœuf, on appelle ça comme ça, avec des séries d'accords qui sont familières, donc il y a juste à improviser. Et donc on a passé une soirée assez amusante. Et moi, on m'avait, encore un cadeau, offert le chapeau droit. C'est plutôt une calotte, c'est très islamique, et ça porte un nom, hein.
mais qui me revient pas, et puis on me l'avait dit en chinois. Voilà, et donc on avait fait comme ça ce petit morceau de musique, et il y a plein de photos puisque les gens nous avaient pris, et donc voilà, ça c'est encore des photos qui seront à classer. Ça c'était la partie Chine dont je me souviens à brûle pour point comme ça. Et la question que je me posais justement, comment et où est-ce que tu trouves la place de classifier et de mettre ces nombreux cadeaux, Daniel? Je suis obligé de trier un tout petit peu, c'est-à-dire je fais tourner un petit peu les cadeaux. Les cadeaux de congrès purs, ceux-là, bon, en général, ils vont pas très très. Il y en a même qui doivent déjà être à la cave. Et on parle bien des cadeaux physiques. Hein. Oui, Oui, des bien cadeaux. sûr. Après, les autres, j'imagine que c'est bien enfoui dans ta mémoire et tes souvenirs. Il suffit que je vois la carte du monde. Si j'allais descendre après la Chine, j'allais descendre en Australie. Et un concert, mes inviteurs avaient une fille qui jouait dans un orchestre à l'opéra de Sydney, que tout le monde connaît, je crois. Il a une architecture très particulière, et voilà, j'y étais, ça fait partie des monuments classiques dans le monde, comme la Tour Eiffel. Et c'était les élèves dans ces écoles sûrement privées, apprennent un instrument de musique forcément et font des concerts de fin d'année. Mais c'était un big band, hein, carrément. Voilà. Et je passe rapidement le parc du sud de la ville de Sydney, qui était rempli devinez quoi, une fois de plus, de chauves-souris géantes, mais celle-ci est en liberté complète. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, Daniel, petit à petit, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce qu'on aura peut-être l'occasion de faire une deuxième partie par rapport à ce thème, tu penses? Ou bien... Je crois que ça viendra au cours d'un voyage particulier. D'accord. Alors, est-ce que c'est tout ce que tu souhaitais partager avec nous pour cette émission, ou il y a peut-être autre chose avant d'arriver à la fin que tu voulais mettre en avant? Alors, je vais regarder discrètement l'heure. Oui, alors, tous ces cadeaux, ce sont comment on va dire, c'est des cadeaux concrets, c'est-à-dire soit visuels, c'est-à-dire des paysages à couper le souffle, ou des objets qui me viennent droit au cœur. Et ce qui me fait le plus plaisir, ce qui me donne le plus d'émotion, et je crois qu'on n'y échappe pas quand on voyage comme moi, ce sont les courriers que je reçois. J'ai des courriers qui s'entassent d'une façon honteuse et que je range dans une espèce de fourre-tout que j'ai appelé futur livre d'or, et dans lequel je lis des témoignages des collègues chez qui je suis passé, avec qui j'ai passé des moments, et je vais en citer 0 parce que ma modestie m'interdit de commencer, mais ça fait vraiment plaisir. On a l'impression d'être venu sur Terre pour quelque chose. Je pense à encore un cadeau qui est petit comme ça, je terminerai là-dessus, et je suis sûr que c'est un proverbe indien. La vie est le cadeau que Dieu nous a fait, et ce que nous faisons de notre vie est le cadeau que nous, on peut faire à Dieu. Excellent, c'est pas mal. Il faudra que je l'amène la prochaine fois. Parfait. Bien, je pense que c'est une très belle conclusion pour la fin de l'épisode 8 de Voyage dans les échos, Daniel. Merci beaucoup pour ta présence et de nous avoir fait rêver grâce à ces souvenirs et anecdotes que tu as partagées avec nous. On se retrouve dans un mois, le dernier mardi du mois, et ce sera le 27 février 2024 sur Radio Ici et Maintenant. Merci Daniel. Merci Morgane, à très bientôt. À bientôt, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Poursuivez l'écoute de votre radio sur radio ici et maintenant.com. On vous souhaite une très belle soirée, à bientôt, au revoir.